Bonjour, je suis Franck Atlan, je suis interne de chirurgie orthopédique des hôpitaux de Paris et je suis chargé de vous faire une conférence d'orthopédie destinée au D4 qui sera constituée de 4 dossiers transversaux que nous corrigeons progressivement. Donc on va commencer. Vous êtes interne de garde aux urgences et les pompiers vous confient Madame M, qui est une patiente de 92 ans retrouvée au sol par sa voisine. Elle est très fatiguée, mais elle est consciente et orientée et elle vous raconte qu'elle est tombée en glissant dans la salle de bain et qu'elle n'a pas pu se relever. Elle prend des médicaments, mais malheureusement, elle ne sait pas lesquels. Première question, détaillez votre examen clinique. Deuxième question, quels examens complémentaires demandez-vous en première intention, en les justifiant? Troisième question, vous recevez le cliché suivant, donc interprétez-le. Quatrième question, le reste de votre bilan montre donc une natrémie à 139 mmol par litre, une kaliémie à 6,7 mmol par litre, une créatinine à 146 micromolaires et une urée à 22 grammes par litre. Donc interprétez le bilan biologique. Cinquième question, détaillez votre prise en charge thérapeutique sur le plan métabolique. Sixième question, quel traitement proposez-vous sur le plan traumatologique? Justifiez votre réponse de manière physiopathologique. Et enfin, septième question, quelles mesures proposez-vous dans le cadre de la prévention des chutes et de leurs complications? Donc, je vous propose de passer à la correction du dossier. Donc, première question, détaillez votre examen clinique. Alors évidemment, l'examen clinique commence toujours par l'interrogatoire, c'est une erreur classique, c'est quelque chose qu'on oublie souvent et qui ne pardonne pas malheureusement. L'interrogatoire, c'est indispensable, très utile et surtout ça rapporte des points. D'abord un antécédent de chute, mais pas seulement l'antécédent de chute en lui-même, surtout la fréquence des chutes, la date, la gravité des chutes précédentes. Creusez vos questions pour ramasser le plus de points possible. Le temps passé au sol. Vous avez vu dans l'énoncé qu'on n'avait pas d'informations sur le temps passé au sol, et c'est extrêmement important pour présumer, pour en tout cas présager des possibles complications de décubitus. Donc c'est indispensable de bien noter le temps passé au sol. Ensuite, vous allez rechercher par l'interrogatoire les endroits où la patiente a mal, les localisations douloureuses. C'est très important, ça orientera votre bilan d'imagerie comme on va le voir. Et enfin, chose qu'on oublie également souvent, il faut évaluer l'autonomie antérieure. Ça va complètement transformer la prise en charge thérapeutique à moyen et à long terme. Il faut avoir une idée du périmètre de marche du patient, de ses conditions de vie avant, de ses présences d'aide à domicile. Est-ce qu'elle a un ascenseur à sa maison? Est-ce qu'elle vit seule? Il faut vraiment avoir une idée précise de son degré d'autonomie fonctionnelle. En tout cas, au niveau de ses déplacements, ça va changer la prise en charge. Et enfin, petite note chirurgicale, mais c'est aussi simple qu'important, l'heure de la dernière prise alimentaire, évidemment, pour voir si on va pouvoir l'opérer dans un délai raisonnable ou s'il faudra attendre qu'elle soit à jeun. Ensuite vient l'examen physique, évidemment. Alors ça, personne ne l'aura oublié. Donc l'examen physique, il faut le hiérarchiser, il faut le classer, il faut organiser vos réponses le plus possible. Et pour les organiser, c'est bien de mettre des titres, même si ça ne rapporte pas de points. Par exemple, rechercher les complications de la chute. Donc c'est le premier point qu'on va traiter. Et on verra après qu'on traitera d'autres points. Les complications de la chute, il faut évaluer les constantes vitales. Est-ce qu'il n'y a pas une hypotension, une tachycardie, une dyspnée qui peuvent avoir plusieurs étiologies qu'on va rechercher également. Mais il faut évaluer les constantes vitales d'un patient que vous prenez en charge, au moins de manière initiale, pour savoir dans quel état il est à peu près sur le plan des fonctions importantes. Ensuite, donc les constantes vitales. Ensuite, on va rechercher des plaies et des hématomes. On sait qu'elle est tombée, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, on ne sait pas dans quel contexte, avec quelle violence. Et il est très facile de passer à côté d'une plaie, d'un hématome, ou en tout cas d'une localisation traumatique. C'est indispensable d'être très rigoureux dans la recherche des plaies et des hématomes. On recherche des points de compression et d'escar. Évidemment, si elle est restée au sol 15 secondes, a priori, ça ne posera pas de souci. Mais parfois, les patients restant au sol très longtemps peuvent très rapidement développer des escars et des points de compression. Donc, il faut être rigoureux dans la recherche de ces complications-là. On palpe tout le cadre osseux, même ce qui ne fait pas mal. C'est un réflexe systématique. Il n'y a que comme ça qu'on peut être certain de ne pas passer à côté d'un problème. On palpe tout le cadre osseux de manière sommaire, mais on le palpe quand même. Alors, l'auscultation cardio-pulmonaire, donc là, on est encore dans les complications de la chute. Pourquoi? Parce qu'un patient qui tombe, qui reste au sol et qui vomit, par exemple, il va inhaler, il va une pneumopathie de déglutition. Évidemment, on recherche toujours des complications de cet ordre-là par une auscultation soigneuse. Il ne faut pas l'oublier. Et la radiothorax ne suffit pas. L'examen clinique prime. Et l'examen clinique est indispensable. La bandelette urinaire, vous voyez qu'il y a 2 points pour la bandelette urinaire.
Là, 2 points, parce que d'abord, c'est un examen qu'on a parfois tendance à oublier de classer dans l'examen clinique. C'est tout à fait clinique, ça n'a rien de complémentaire. Et ensuite, parce que, évidemment, on va rechercher une infection urinaire, mais on va chercher plein d'autres choses à la bandelette urinaire. On va chercher des traces de sang qui pourraient orienter vers un traumatisme rénal, etc. On peut rechercher des arguments pour une décompensation diabétique. Donc, c'est un examen extrêmement riche d'informations, extrêmement utile, et qu'il faut surtout pas oublier. Voilà, donc l'examen physique, comme je vous l'ai dit, il doit être hiérarchisé. Et donc après avoir cherché les complications de la chute, on va maintenant chercher des facteurs de risque de chute, ce qui peut nous orienter vers comment les prévenir et comment supprimer ces éventuels facteurs de risque. Alors l'examen neurologique, il est soigneux. On cherche un déficit moteur qui pourrait être une séquelle d'AVC, qui pourrait être une séquelle d'AVC récent ou ancien. Enfin, on fait un examen neurologique assez fin pour voir s'il n'y a pas un trouble moteur. Ensuite, on fait un examen des fonctions sensorielles. Bon, l'examen visuel, c'est un examen simple, hein, c'est compter les doigts, une évaluation rapide du champ visuel. Et un examen vestibulo-acoustique, bon, c'est simplement évaluer sommairement l'audition et puis l'équilibre. L'examen rhumatologique, rapide, hein, on est aux urgences, donc c'est un examen qui n'est pas pendant 1 heure, mais on cherche des raideurs, on cherche une arthrose, on cherche des articulations qui seraient rigides, qui empêcheraient une mobilité correcte. L'examen nutritionnel, donc là encore une fois, on a mis 2 points. Parce qu'il est plus important qu'il n'y paraît. Non seulement il vous permet de savoir sur quel terrain vous vous trouvez, et surtout il a un facteur pronostic très important pour la récupération, pour la récidive des chutes, pour la gravité des complications éventuelles, notamment on a vu tout à l'heure les escarres, etc. C'est extrêmement important. L'état nutritionnel, vous devez l'évaluer. Il y a des arguments cliniques simples, il y a le pli tricipital. Pour l'hydratation, il y a le pli cutané, la surface des muqueuses, etc. Enfin, c'est des choses que vous connaissez et que vous ne devez pas oublier de mettre dans vos réponses. C'est très très important. Donc la deuxième question, quels examens complémentaires demandez-vous en première intention en les justifiant? Alors là, c'est une organisation qui est très classique, hein, biologie, imagerie, etc., mais que vous devez essayer au maximum de respecter, en tout cas dans votre construction de la réponse. On va demander une NFS et une CRP à la recherche d'un syndrome inflammatoire. Ça, c'est en général quelque chose qu'on n'oublie pas. TP, INR et TCA. Donc TP, INR, TCA, donc voilà le syndrome inflammatoire. TP, INR, TCA, c'est important pour chercher un trouble de l'hémostase. C'est important pour 2 raisons. D'abord, on va s'inquiéter d'autant plus de la gravité d'un éventuel traumatisme crânien ou traumatisme quelconque chez un chuteur s'il a un INR au plafond, ce qui va prouver qu'il est sous anticoagulant. Ça, c'est la première chose, c'est pour les complications de la chute. Et la deuxième chose, c'est pré-thérapeutique. Évidemment, avant d'opérer un malade, s'il a une fracture, en tout cas qu'il faudra opérer, il est important de savoir s'il a des troubles de l'hémostase. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ionogramme urique-créatinine. Donc ça, c'est valable pour 2 choses. D'abord, la fonction rénale. La fonction rénale, ça va vous contre-indiquer certains traitements. Comme vous avez pu le voir dans les annales de l'internat, plusieurs reprises, il y a eu des erreurs à la question sur les HBPM ou les héparines de bas moléculaire pour des patients qui étaient insuffisants rénaux. Donc c'est d'abord important pour savoir les traitements que vous aurez le droit de mettre. C'est aussi important pour avoir une idée des complications éventuelles de la chute. En effet, insuffisance rénale et troubles ioniques, ça doit vous faire penser à quelque chose qu'on retrouve à l'item d'en dessous, c'est-à-dire la rhabdomyolyse. Voilà, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier, ça vient très vite et ça peut très facilement perturber l'équilibre instable d'une personne âgée. Évidemment, dans le cadre de l'archat de rhabdomyolyse, donc on fera CPK, LDH, lactate, etc. La glycémie, alors là, vous avez un cas qui est extrêmement proche de la réalité et qui est extrêmement embêtant. C'est un patient qui sait qu'il prend des médicaments, souvent il en prend plein, et il ne sait pas lesquels. Et ça, c'est un vrai cauchemar, parce que vous devez traquer toutes les pathologies sous-jacentes, toutes les tares éventuelles, et donc il faut les rechercher, puisque c'est pas lui qui vous dira, c'est pas lui qui vous dira ce qu'il prend comme médicament, ni pourquoi. Donc il faut absolument les chercher de manière rigoureuse. Voilà. RAI groupe RH, on est dans le pré-transfusionnel, on est dans le bilan pré-thérapeutique. En général, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas non plus. Alors, les ECG, l'ECG, pourquoi c'est important l'ECG C'est important pour voir qu'est-ce qui a pu faire tomber le malade. Est-ce qu'il a un trouble du rythme? Est-ce qu'il a une ACFA? Donc là, encore une fois, trouble du rythme ACFA, donc il doit prendre des anticoagulants, donc on va se méfier, etc. Donc c'est toute la démarche avant la chute et la démarche pendant la chute que vous allez pouvoir un petit peu éclaircir avec ça. Et ensuite, l'autre chose qu'on va rechercher avec l'ECG, c'est des complications d'éventuels troubles ioniques. Eh oui. Vous n'êtes pas sans savoir que les troubles ioniques tuent le plus souvent par toxicité cardiaque. Donc c'est très important le CG, hein. C'est vraiment un examen qui va vous donner plein d'informations si vous savez le décrypter sur pourquoi il est tombé, comment il est tombé, qu'est-ce qu'il prend comme médicament et quelles sont les complications à rechercher. Donc c'est très important de ne pas l'oublier. Alors l'imagerie, que ce soit clair, tous les malades qui tombent, sans aucune exception, enfin en tout cas les personnes âgées qui tombent, sans aucune exception, vous leur faites une radio de thorax et une radio du bassin. Alors on va se dire oui, le bassin, parfois c'est pas la peine s'il a pas mal, etc. Non, le bassin
indispensable. Je l'ai mis en deuxième parce que c'est pas le plus important sur le plan des fonctions vitales. Mais en tout cas, c'est celui que vous oublierez. Même un malade qui a pas mal peut avoir une fracture du bassin. Tous les internes d'orthopédie du monde ont déjà vu se pointer aux urgences une fracture du col, Gardien 1 ou 2 engrainé sur ses deux pattes. Ça arrive, ça fait peur, surtout quand on passe à côté, donc soyez systématiques et vous les louperez pas. La radio de thorax, évidemment, on va rechercher la fameuse pneumopathie d'inhalation, et puis des complications de la chute, un pneumothorax, un pneumothorax. On ne sait pas encore une fois dans quel contexte elle est tombée, n'abandonnez pas votre recherche anamnestique, c'est très important. Évidemment, si elle a mal partout, enfin en tout cas si elle a mal à d'autres endroits précisément, guidé par votre palpation, guidé par votre interrogatoire, vous ferez des radios ciblées. Il ne faut pas oublier de le dire, c'est important. Troisième question, vous recevez le cliché suivant, interprétez-le. Bon alors là, vous allez voir la réponse, on va la détailler, ensuite je vous ferai un petit rappel sur la classification de Garden. Alors d'abord, par pitié, ne commencez pas par me dire Garden 1 et passez à la question d'après. C'est le meilleur moyen de perdre des points, c'est le meilleur moyen de passer à côté complètement de sa question, et c'est des points qu'en plus vous pouvez trouver très facilement. Je prends l'exemple toujours de ça, la radiographie standard de hanche gauche de face, a priori c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, hein. Et il serait dommage de passer à côté d'un point aussi facilement donné. Néanmoins, vous êtes obligé de décrire un examen d'imagerie quand il vous est donné, c'est indiscutable. Il faut dire de quoi il s'agit et voilà. Ensuite, décrivez la fracture. Décrivez la fracture, c'est indispensable. C'est indispensable parce que quand vous l'avez vu, la fracture, avant d'arriver dans votre tête au diagnostic de Garden 1, vous avez fait une démarche de réflexion, vous l'avez analysé. Donc dites-le, dites ce que vous avez cherché et dites ce que vous avez trouvé. C'est une fracture cervicale vraie. Cervicale vraie, ça veut dire qu'elle n'est pas juste sous la tête, ce serait une sous-capitale, et elle n'est pas à la base du col, donc ce serait une basie cervicale, de l'extrémité supérieure du fémur gauche. La localisation, c'est très important. C'est vraiment des choses qui, même si ça rapporte peu de points, ça donne une allure à votre copie indiscutable pour le correcteur. Déplacement en coxa valga. Alors ça, c'est vraiment le mot-clé. C'est ce qui rapporte le plus de points, parce que Garden 1, Garden 2, Garden 3, finalement, on a 25% de chance de tomber dessus au hasard, donc c'est pas très significatif de votre niveau. En revanche, coxa valga, ça veut dire que vous avez vraiment compris le cliché, que vous l'avez vraiment regardé. Donc coxa valga, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'en fait, au niveau du foyer de fracture, les travées osseuses de la tête partent en valgus. Donc hop et hop. Coxa valga. C'est très important et c'est ça qui fait la définition d'une fracture Garden 1. Alors on va juste reprendre parce que c'est des choses qu'on ne dit jamais trop. Sur la fameuse fracture de l'extrémité supérieure du fémur, c'est très important de bien la comprendre. C'est assez sommairement dessiné une extrémité supérieure de fémur avec ici un grand trochanter, ici un petit trochanter. Ok, donc la fracture pertrochantérienne pour mémoire elle fait comme ça. Voilà. Ça c'est la tête. Et ça c'est le col. Voilà. Une fracture de l'extrémité supérieure du fémur, ça peut être soit une cervicale, soit une pertrochantérienne. On va regarder les pertrochantériennes parce que c'est à elles que se destine la classification de Garden. Alors il y a 4 types de possibilités. D'accord. La première, donc la Garden 1, contrairement à ce qu'on croit, enfin quand on est jeune externe, c'est pas non déplacé. C'est pas vrai. Non déplacé, c'est la Garden 2. Ça c'est une fracture du col. Garden 2. Ok. Ça, ce serait une Garden 2 parce qu'il y a une fracture, qu'elle est au niveau du col et qu'il n'y a pas de déplacement évident des travées osseuses. Okay. La Garden 1 maintenant, c'est un déplacement en coxa valga, comme on l'a vu. Hop. C'est-à-dire avec des travées osseuses qui partent en valgisation. Ça, c'est Garden 1. Ok. La Garden 3, c'est le pendant de la Garden 1, mais en varisation. Ok, ça c'est Garden 3. Voilà. Et la Garden 4, alors là, je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de gens qui pensent que la Garden 4, c'est un déplacement en coxa-vara, etc. Non, non et non. La Garden 4, si elle est souvent déplacée en coxa-vara, c'est pas ça qui définit une Garden 4. Ce qui définit une Garden 4, c'est la perte de continuité des travées osseuses. Voilà. Les travées osseuses ne sont plus en continuité. Ça, c'est Garden 4. Voilà. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et surtout, vous êtes en mesure de dire autre chose que Garden 1, 2, 3 ou 4. Vous êtes en mesure de justifier. Ce qui est le plus important. Alors, on va voir maintenant la suite de la réponse. Ou plutôt la question suivante. Donc, on va interpréter le bilan biologique.
Bon, je pense que vous avez tous vu à peu près les mêmes choses. L'hyperkaliémie qui est évidente. Vous penserez tous à dire qu'il y a une hyperkaliémie puisque vous connaissez à peu près les valeurs normales de la kaliémie, entre 3,8 et 4,2. En revanche, je ne sais pas si tout le monde aura pensé à préciser qu'elle est sévère ou menaçante ou grave, en tout cas un mot pour dire que ce n'est pas une hyperkaliémie bénigne et que vous allez devoir vous en inquiéter. C'est très important, hein, ça change vraiment la prise en charge thérapeutique de l'hyperkaliémie si elle est à 4,9 ou si elle est à 7. C'est très important. Ensuite, il y a une insuffisance rénale qui est probable. Pourquoi probable? On a une clairance qui était à 146 micromolaires chez une patiente de plus de 80 ans. Alors, vous pouvez présager, compte tenu de votre connaissance de la clairance de Cockcroft, vous pouvez présager qu'il est en grande insuffisance rénale, mais on ne peut pas l'affirmer. On ne peut pas l'affirmer parce qu'on n'a pas calculé la clairance. Donc on dit insuffisance rénale probable, c'est propre. On dit qu'elle est certainement sévère compte tenu de l'âge et du poids probablement. Par contre, on dit qu'on ne peut pas l'affirmer. On dit qu'on ne peut pas affirmer l'insuffisance rénale parce qu'il faut connaître le poids pour calculer la clairance. Insuffisance rénale, c'est pas un problème de créatinine, c'est un problème de clairance. Voilà. Elle est d'ailleurs fonctionnelle. Pourquoi? Il y a un signe qui est très bon, en tout cas dans la plupart des dossiers d'internat. Si vous prenez le chiffre de l'urée, alors évidemment c'est pas les mêmes unités, donc ça a aucune valeur, mais si vous prenez le chiffre de l'urée, donc 22, et que vous le multipliez par 10, il est inférieur au chiffre de la créate, c'est-à-dire 146. C'est un très bon signe qui a une explication néphrologique que je suis bien incapable de vous donner, mais qui est en tout cas retrouvé dans la plupart des dossiers. C'est un argument que vous pouvez utiliser pour justifier une allure fonctionnelle dans une insuffisance rénale. Natrémie normale, c'est toujours bon d'essayer de gratter des points là où il y en a peut-être, c'est-à-dire d'expliquer que comme bilan est normal. Question 5, détaillez votre prise en charge thérapeutique sur le plan métabolique. Donc on est dans le cadre d'une question de traitement métabolique. C'est une urgence vitale. Une urgence vitale, vital, c'est un mot important. Vous allez tous dire c'est une urgence parce qu'on dit tous c'est une urgence dans nos questions de traitement. Vital, ça change tout. Ça veut dire qu'il y a une possible mise en jeu du pronostic vital en raison des troubles ioniques. Il faut l'hospitaliser en urgence et demander un avis réanimateur. C'est une personne âgée avec une hypercalémie grave. Donc, il faut que le réanimateur soit au courant. La surveillance cardioscopique, pourquoi? Parce que, comme on le sait, les troubles ioniques tuent d'abord par toxicité cardiaque. Donc, c'est important de le surveiller le cœur. On le perfuse. Alors, s'il y a des anomalies à l'électrocardiogramme, ce que vous devez absolument craindre de manière certaine, en tout cas ce que vous devez absolument dire dans votre réponse, on fait ce qu'on appelle une cardioprotection au gluconate de calcium. Le gluconate de calcium, c'est un cardioprotecteur de la toxicité cardiaque des hypercalémies. Et donc c'est très important de mettre un traitement par gluconate de calcium en place rapidement devant une hypercalémie grave, parce que le gluconate de calcium donc protège de ce qui a le plus de chances de tuer vos malades. Ensuite, on utilise un moyen de transfert intracellulaire du potassium. Alors, transfert intracellulaire de potassium, il y a 3 moyens. Bon, vous choisissez celui que vous voulez, vous l'apprenez par cœur et vous mettez toujours le même. Il y a le glucose et insuline, il y a les bêta-2 mimetiques et puis il y a l'alcalinisation. J'ai pris l'exemple du glucose et insuline. Je pense que vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que le transfert intracellulaire de potassium, c'est une mesure d'action rapide. C'est une mesure d'action rapide, ça veut dire immédiate, à l'efficacité immédiate, contrairement au Kayexalate Peros. Le Kayexalate Peros, vous devez le mettre, parce qu'il ne s'agit pas que votre malade, s'il survit aux 24 premières heures, il ne s'agit pas qu'il reparte en grande hypercalémie. Vous devez le mettre, mais vous devez préciser que ça ne suffit pas, en tout cas dans les 12-24 premières heures, ça ne suffit pas à traiter l'hypercalémie du tout. C'est un traitement d'efficacité retardée. C'est, disons, une prévention de la récidive, si vous voulez, ou une prévention de la rechute en hypercalémie. C'est vraiment le transfert intracellulaire de potassium qui va vous permettre de corriger ce problème rapidement. Si c'est insuffisant, épuration extra-rénale, pourquoi il faut aller le mettre et pourquoi c'est coté? Parce que vous ne pouvez pas faire une question de traitement d'un trouble ionique grave sans parler de l'épuration extra-rénale. C'est tout simplement impossible, même si vous n'en avez pas besoin, ou si la plupart du temps, enfin, c'est souvent pas fait dans les services. Vous devez le dire, vous devez l'avoir en tête et vous devez le dire. Il a une insuffisance rénale fonctionnelle, ou elle a plutôt une insuffisance rénale fonctionnelle, donc forcément, il va falloir l'hydrater, c'est indispensable. Et la surveillance, c'est vraiment le truc à jamais oublier dans aucun dossier. Surveillance, en l'occurrence, de la diurèse et du bilan entrée-sortie, pour voir un peu le travail du rein. Voilà, c'est très important de penser à tous ces éléments quand vous avez une question de traitement en problème métabolique. Vous les prenez un par un, les problèmes métaboliques, et vous les corrigez à court terme, à moyen terme, etc. Et évidemment, si vous trouvez une étiologie, vous faites un traitement étiologique, ça va de soi. Question 6. Quel traitement proposez-vous sur le plan traumatologique? Justifiez votre réponse par des arguments physiopathologiques. Alors c'est une question véritablement qui ne s'invente pas et à prendre par cœur, tout simplement parce que la physiopathologie est au programme de l'internat, au programme des ENC, et le traitement des fractures de l'extrémité supérieure du fémur aussi. Donc là,
Clairement, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Mais vous allez voir que, comme souvent dans les dossiers d'internat, même si on ne connaît pas la réponse, on peut quand même gagner des points. Traitement chirurgical, c'est un point qui est facilement offert, et vous vous doutez bien qu'il n'existe pas de fracture de l'extrémité supérieure du fémur qui se traite autrement que par de la chirurgie, en tout cas pas au XXIe siècle. Conservateur, pourquoi? Parce que on ne met pas une prothèse, donc ça n'est pas un traitement non conservateur, c'est pas une arthroplastie. Par ostéosynthèse à foyer fermé. Alors vraiment, les mots-clés, c'est conservateur et ostéosynthèse. C'est ce qui s'opposera à non conservateur, arthroplastie. C'est ça qui est important. C'est très important de le dire, et d'ailleurs c'est ce qui rapporte le plus de points dans la question. Alors en fait, on fait dans ces fractures-là, comme une Garden 1, une fixation en place sans réduction. Pourquoi? Parce que, en fait, si jamais on tente des manœuvres de réduction, on risque de transformer cette fracture Garden 1 en une Garden 4. Bon, c'est pas le plus important de la physiopathologie, c'est disons une petite anecdote qu'il faut savoir, mais qui est pas le plus important. Ce qui est vraiment très important, c'est ces trois items-là, c'est-à-dire que la fracture est déplacée en coxa valga, d'accord? Donc ne dites pas car Garden 1. Garden 1, c'est pas pour ça qu'on fait un traitement conservateur, c'est parce que c'est un coxa valga, un déplacement coxa valga, et que donc il y a un faible risque de lésion de l'artère circonflexe postérieure, et que donc il y a un faible risque d'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Donc c'est ça l'explication physiopathologique qui fait que dans les Garden 1 et les Garden 2, on ne met pas de prothèse. C'est ça l'explication physiopathologique que vous devez retenir. Et c'est parce que dans les coxa vara et dans les pertes de continuité de travée osseuse des Garden 3 et 4, il y a un fort risque de lésion de l'artère circonflexe postérieure qu'on ne peut pas faire d'ostéosynthèse parce que le risque d'ostéonécrose de la tête fémorale est très élevé, sauf chez les patients jeunes où on prend quand même ce risque. On sort un peu du cadre de la réponse, donc on va se recentrer. Donc là, voilà, les deux points importants de cette question en termes de physiopathologie, c'était d'abord coxa valga, donc faible risque de lésion de l'artère circonflexe postérieure et faible risque d'ostéonécrose, et deuxièmement, les fractures Garden 1 sont fixées en place sans réduction parce qu'en les réduisant, ou en tout cas en tentant de les réduire, on peut les déplacer, les transformer en Garden 4, ce qui modifie le pronostic puisqu'au lieu de faire une ostéosynthèse, on devra mettre une prothèse. Enfin, question 7. Quelles mesures proposez-vous dans le cadre de la prévention des chutes et de leurs complications? C'est une question typiquement gériatrie, prévention des chutes et traitement des chutes. Donc c'est, encore une fois, face à ce genre de questions, indispensable d'être très organisé dans votre réponse, hyper synthétique, pas des items dans tous les sens. On classe nos réponses, on classe nos arguments en fonction de ce qu'on recherche. Donc la suppression des facteurs prédisposants. Il y a deux types de facteurs prédisposants, même trois types. Il y a les facteurs prédisposants extrinsèques. C'est ce qu'on n'oublie pas, c'est-à-dire la mamie qui se prend les pieds dans le tapis, l'appartement qui n'est pas assez éclairé, donc ça en général on y pense bien. Ceux auxquels on ne pense pas et qui sont pourtant les plus graves, c'est les facteurs intrinsèques. Pourquoi? C'est quoi en fait les facteurs intrinsèques? C'est tout ce qui est les troubles neurologiques secondaires à un AVC ou à plein de choses qu'on pourrait essayer de traiter par de la rééducation. Les troubles sensoriels, on pourrait appareiller une personne âgée qui voit mal, on pourrait appareiller une personne âgée qui entend mal. C'est les troubles vestibulo-acoustiques. Donc finalement, tous les problèmes liés aux pathologies présentées par le patient. Et ça, il faut vraiment les prendre en charge. Vraiment, il faut les prendre en charge parce que c'est pas simplement en enlevant le tapis d'une personne qui a fait un AVC et qui est hémiplégique que vous allez éviter qu'elle tombe. Il faut vraiment prendre en charge le malade en plus de son environnement. Iatrogène, on aurait pu le mettre dans extrinsèque, mais je voulais vraiment insister là-dessus. C'est vraiment indispensable quand vous avez un patient chuteur de voir s'il n'y a pas des traitements qui peuvent entraîner ces chutes. Donc là, malheureusement, la patiente, elle ne sait pas ce qu'elle prend, donc c'est souvent le cas. Mais parfois, si vous avez la chance d'avoir un patient qui vient avec son ordonnance ou qui connaît son traitement, cherchez des médicaments psychotropes, cherchez des benzodiazépines, cherchez des modifications récentes de traitement ou l'introduction récente de traitements qui peuvent entraîner des chutes. C'est indispensable et en plus, c'est souvent très payant, c'est très efficace et souvent, on trouve l'introduction récente d'une benzo pour une mamie qui n'arrive pas bien à dormir. En la supprimant, on réduit les chutes et tout le monde est content, donc c'est très bien. Ensuite, il faut penser à la prévention du syndrome post-chute. Qu'est-ce que le syndrome post-chute? Le syndrome post-chute, c'est ce qui fait qu'une personne âgée qui tombe retombera forcément. Et donc, il faut minimiser le risque de rechute. C'est vraiment important. Comment on peut faire? Par la kiné, par une rééducation précoce. Alors, quelqu'un qui tombe, on le lève tout de suite, en tout cas le plus tôt possible, après traitement de ses éventuels problèmes fracturaires. Mais la rééducation, c'est très précoce. La rééducation d'un chuteur, c'est remarcher le plus vite possible, restitution le plus vite possible d'un état fonctionnel équivalent à ce qu'il avait avant, voire meilleur. Une évaluation globale médico-sociale, donc est-ce que on peut mettre la personne âgée dans un appartement qui serait plus répondant à ses déficits. Par exemple, si elle habite au 8e étage sans ascenseur, est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen de la rapprocher du rez-de-chaussée ou de l'installer dans un appartement avec ascenseur? C'est une évaluation médico-sociale qui est importante pour l'avenir de votre malade.
et le soutien psychologique et familial, c'est toujours important à préciser. Et puis ensuite, évidemment, après avoir prévenu la récidive des chutes, on prévient leurs complications. Alors ça, c'est très important, les complications des chutes, il ne faut pas l'oublier. Donc là, la question était quand même bien orientée pour qu'on ne l'oublie pas, mais il faut y penser systématiquement. Comment on prévient les complications des chutes? On nourrit, on hydrate, ça évite la formation d'escarres, ça évite plein de choses, ça évite souvent les fractures, parce que quand on a un trophisme musculaire qui est meilleur, on se fracture moins. Une supplémentation vitamino-calcique, ça c'est vraiment important, et si possible même introduction des traitements anti-ostéoporotiques. Donc c'était pas le but de la question de développer l'introduction des bisphosphonates, etc. Mais c'est important d'en parler, c'est important d'y penser, c'est important de ne pas l'oublier. Si vous faites de l'orthopédie, quand votre malade quitte le service ou après une fracture d'une femme ménopausée, il faut pas que ça s'oublie, il ne faut pas que la patiente reparte dans sa vie antérieure sans aucun nouveau traitement. Donc si vous pouvez y penser, pensez-y, et surtout si vous pouvez le noter dans votre copie, notez-le, ça rapporte des points. Alors ensuite, il y a tous les exercices ciblés de rééducation qui vont permettre d'éviter que les chutes ne se compliquent de problèmes surajoutés, par exemple, pour éviter les complications de décubitus des malades qui restent 24 heures au sol, ou 48 heures au sol, ou parfois même 3 jours au sol. Apprentissage à se relever seul. L'apprentissage à se relever seul, c'est un travail de kiné, c'est un peu comme de la gym. On explique aux personnes âgées comment faire en plusieurs étapes, en décomposant le mouvement de relevé, comment faire pour se relever. C'est super important, il faut le dire et il faut le faire. Et l'exercice physique régulier, on sait que l'exercice physique régulier est un facteur qui réduit considérablement les risques fracturaires et qu'en plus ça permet d'avoir un meilleur tonus musculaire. Donc c'est vraiment très bon, en tout cas pour la prévention des chutes. Ce qu'il faut retenir de ce dossier, les points très importants. Qui a chuté rechutera, c'est quelque chose dont vraiment vous devez vous souvenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un patient tombe, forcément, vous devez anticiper une nouvelle chute et vous devez anticiper les complications d'une nouvelle chute. Le problème traumatologique n'est pas toujours la priorité chez les sujets âgés. Comme on l'a vu ici, il y a une complication métabolique qui est beaucoup plus grave que la fracture et qui peut tuer à court terme. Donc pensez bien à avoir l'humilité, si vous faites de l'orthopédie, de raisonner d'abord sur les problèmes médicaux à traiter en urgence avant de penser à votre problème traumatologique. Donc pensez bien que chez les sujets âgés particulièrement, c'est pas toujours le problème traumatologique qui prime, c'est pas une fracture de l'extrémité supérieure du fémur, c'est un patient qui a des antécédents et qui a peut-être des complications qu'il va falloir traiter avant la fracture. Donc ça c'est très important. Alors souvent, les complications de décubitus sont plus graves que la chute elle-même. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois la rhabdomyolyse qui va tuer à court terme, c'est encore une fois la pneumopathie d'inhalation, c'est encore une fois toutes ces choses-là, ces troubles métaboliques notamment, qui vont tuer vos patients à court terme. C'est ça qui est le plus grave. Encore une fois, la traumatologie, c'est rarement, en tout cas chez les personnes âgées, un problème de pronostic vital à court terme. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, il ne faut absolument pas oublier que même en l'absence de complications, une chute doit être prise au sérieux et une chute doit entraîner des mesures thérapeutiques claires. Pourquoi? Parce que si vous avez la chance que votre patient tombe une fois sans se casser le col du fémur, étant donné que vous n'avez pas oublié l'adage numéro 1 qui a chuté rechutera, vous savez qu'il va retomber. Et si vous savez qu'il va retomber, vous préférez qu'il ne se fracture pas le col du fémur lors de sa deuxième, troisième ou quatrième chute. Donc réagissez toujours de la même manière dans la prévention secondaire des chutes et de leurs complications, quel que soit le contexte et la gravité de la première chute. Une chute, c'est vraiment l'introduction de mesures thérapeutiques sérieuses. Voilà, donc c'est l'essentiel des choses que vous deviez retenir sur ce dossier. Et voici les références des items concernés pour l'internat, pour les ENC.